Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles, et notamment la racine des normes que l'on considère aller de soi. Je veux questionner les valeurs de notre société et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour Dorothée Moisan. Bonjour. Bienvenue sur Oser. Ouais, merci à vous de m'avoir invité. Le plaisir est tout pour moi. Je suis vraiment ravi de vous recevoir sur le podcast pour discuter plastique et plus précisément Plastiqueur, qui est le nom d'un livre que vous avez sorti en fin d'année dernière, si je ne me trompe pas. Alors, c'est en mars 2021. Il est sorti mars il y a 2021. Exactement D'accord. un an. Nous fêtons l'anniversaire grâce à Oser. On va fêter cet anniversaire ensemble. Eh ben, génial, fêtons l'anniversaire. J'ai lu votre livre il y a 2-3 mois. Je l'ai commencé, je l'ai fini dans la nuit et j'ai fait un carnage dans ma cuisine à la suite, environ à peu près tout le plastique que je pouvais trouver. Et j'ai même réveillé ma femme en lui disant c'est le truc le plus fou que j'ai lu de ces derniers mois et vraisemblablement le plus gros scandale que j'ai pu apprendre. Du coup, je me suis dit il faut absolument qu'on en parle dans le podcast et qu'on décrypte un peu plus justement cette histoire de plastique qu'on a l'impression de connaître, mais qu'en fait on connaît assez mal. Étant militant écologiste depuis plusieurs années et m'étant porté sur la question du plastique, notamment quand je vivais au Vietnam, j'ai appris tellement de choses dans votre livre que vraiment, voilà, je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle. Eh bien, écoutez, je suis ravie. Alors, je suis un petit peu triste que vous ayez été obligé d'opérer un carnage. C'est jamais très agréable. Maintenant, j'en suis aussi ravie et complètement ravie que ce bouquin, c'était vraiment le but, c'était vraiment de faire un électrochoc. Moi, c'est l'électrochoc que j'ai vécu en faisant cette enquête, de comprendre ce que c'était que ce plastique autour de nous qui nous paraît vraiment inerte et inoffensif, et de comprendre que ce plastique qui était dans nos vies était vraiment partout dans nos vies, dans nos organismes. On le sait aujourd'hui de plus en plus, mais était présent d'une manière qui, effectivement, à mon sens, est l'un des prochains scandales sanitaires. Il est déjà en cours, mais vu que tout ce qui est perturbateur endocrinien prend énormément d'années à avoir un effet, éventuellement sur les descendants, sur les générations suivantes, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps avant qu'on prenne conscience vraiment de la réalité de cette nouvelle tragédie. Malheureusement, j'en suis désolée. Ouais, non, tout à fait. Vous faites un parallèle notamment avec le tabac dans le livre. Effectivement, il y a le tabac et l'amiante. Alors, ce n'est pas très amusant, mais c'est un point commun qui m'a quand même marqué. Il a fallu à peu près 40 ans, que ce soit pour l'amiante ou le tabac, entre le moment où où les industriels ont découvert que ces matériaux, ou en l'occurrence ces substances, étaient dangereuses. Donc, dans les années 30 pour l'amiante et dans les années 50 pour l'industrie, on a des documents qui nous prouvent qu'au sein des entreprises, ils étaient au courant qu'il y avait un impact sur les travailleurs ou sur les fumeurs. Et en interne, pendant 40 ans, ils ont caché ce qu'ils savaient. Et il se trouve qu'au bout de 40 ans, dans l'un et l'autre dossier, il y a eu des procès. Et dans les procès, on fait ressortir des documents, notamment aux États-Unis. Et en fait, c'est au bout de 40 ans qu'ils ont été obligés de reconnaître qu'ils le savaient et qu'enfin, c'est parvenu. On n'a plus besoin de dire « Ah, peut-être que la cigarette va provoquer un cancer du poumon. » Ça y est, on en était sûr. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le plastique. Et donc, j'attends de voir à quel moment est-ce qu'on aura vraiment des procès extrêmement importants. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le sujet et dans le détail de ces différentes thématiques, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter en 2 mots, nous parler de votre activité, votre parcours, et aussi nous dire ce qui vous a amené à faire cette enquête ?
Alors déjà, en deux mots, n'hésitez pas à me couper, Jean-Philippe, parce qu'effectivement, mes mots sont souvent très longs et je suis passionnée, donc ça peut prendre du temps. N'hésitez pas à me Aucun couper. souci. Alors, en quelques mots, moi, je m'appelle Dorothée Moisan, je suis journaliste. J'ai été journaliste pendant 18 ans à l'agence France Presse et j'ai quitté l'AFP il y a 5 ans pour reprendre mes études sur l'environnement. J'ai fait un master 2 sur le changement climatique, notamment, pour savoir vraiment de quoi je parlais. Et depuis 5 ans, je suis journaliste freelance. Je travaille donc ce qu'on dit aussi, ce qu'on appelle aussi pigiste. Je travaille en indépendant pour différents médias comme lesjours.fr, Le Monde, Reporter, Le Guardian récemment. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment des enquêtes de fond qui donnent naissance à des livres. Et le plastique m'a intéressée parce que ça faisait déjà 2 ans avant la sortie du livre que ça me trottait dans la tête. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce matériau. Et je voulais creuser pour des raisons personnelles, j'ai dû repousser. Et finalement, quand j'ai commencé à plonger dans ce matériau, au bout de 2, 3 jours, je suis tombée sur un rapport d'une ONG qui s'appelle Ciel, qui est basée à Genève, c'était Plastique et Santé. Et après avoir lu 4 pages, je pense, de ce rapport qui en faisait 30, j'ai appelé l'un des auteurs, qui par ailleurs est un ami, en lui disant ça y est, c'est décidé, je fais un bouquin sur le plastique. Voilà, donc c'est Ok. ce qui est arrivé à ce livre. Et juste pour l'anecdote aussi, il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué, et je commence effectivement là-dessus sur le bouquin, c'est 3%. Hmm. Alors, ça paraît pas grand-chose, 3%. Aujourd'hui, on parle d'inflation, tout ça, on est déjà à plus que 3%. Bon, 3% en matière de plastique, c'est l'augmentation de la production annuelle de plastique vierge au niveau mondial. 3%, c'est pas beaucoup, sauf que quand on fait des mathématiques ou qu'on prend une calculatrice et qu'on pianote dessus et qu'on fait ça année après année après année, on voit qu'au bout de 20 ans, plus 3% par an, ça donne un doublement. Ça veut dire que la production de plastique vierge, dont on nous dit aujourd'hui qu'elle va diminuer, qu'on interdit les cotons-tiges, qu'on fait plein de choses, que les producteurs sont extrêmement responsables, en fait, ils prévoient, et jusqu'à maintenant, ils ont toujours eu raison, qu'elle va doubler d'ici 20 ans. Et c'est ce qui, pour moi, a provoqué l'envie de faire ce livre. Comment expliquer ce hiatus entre toute cette communication qu'on entend anti-plastique, en Europe notamment et en France, et la réalité, qui est une explosion continuelle, perpétuelle de la production de plastique. Ouais, c'est vraiment aussi ce qui m'a beaucoup touché dans le livre, puisque vous creusez vraiment toute le système plastique, j'allais dire, qui sont à l'origine, la production, comment ça se fait, tous les investissements qui sont réalisés. On y reviendra un peu après, mais déjà pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que le plastique, d'où ça vient, comment est-ce que c'est produit? Alors en fait, c'est un peu lié justement à ces études que j'ai reprises sur le climat, parce qu'en fait, les énergies fossiles, donc qui sont au cœur de la lutte climatique et du réchauffement climatique aujourd'hui, elles sont aussi au cœur du plastique. Alors on l'oublie, on a du mal à penser quand on tient, j'imagine que si certains de nos auditeurs ont un crayon quelque part, un stylo sur leur bureau, il est vraisemblablement en plastique. Et qui est-ce qui imagine que ce stylo en plastique, il a commencé sa vie dans un puits de pétrole? Parce qu'effectivement, le plastique, 99% à peu près aujourd'hui du plastique vierge produit, provient des énergies fossiles, majoritairement du pétrole, de plus en plus du gaz naturel. On est à peu près, alors les chiffres sont compliqués à trouver, mais on dirait à peu près 3/4 du plastique produit aujourd'hui dans le monde vient du pétrole, peut-être 20% du gaz naturel, mais ça augmente, et puis 5% du charbon, majoritairement en Chine, parce qu'en Chine on a du charbon, donc on peut faire du plastique avec du charbon. Donc voilà ce que c'est le plastique. Le plastique, au début, c'était, encore aujourd'hui au niveau du gaz naturel, on va récupérer de l'éthane, qu'on va transformer en éthylène en le chauffant. Et cet éthane, c'est un coproduit du gaz naturel. Quand on va extraire du gaz naturel du sol, ce qui nous intéresse pour faire chauffer les chauffe-eau ou pour mettre dans des véhicules, etc., c'est le méthane. Sauf qu'il y a un coproduit à côté qui est en proportion beaucoup moins importante, 5 à 10%, c'est de l'éthane. Et en fait, à un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet éthane qui sort de ces puits? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, on peut en faire du plastique. On peut en faire de l'éthylène qu'on va ensuite polymériser pour faire du polyéthylène et toute une flopée de différents plastiques. Donc, le plastique vient du gaz naturel ou du pétrole. Et ce qui est assez marquant, moi, ce qui m'a marqué dans cette enquête, c'est qu'en fait, le plastique, on n'y pense pas, je pense que peu de gens le savent, c'est aujourd'hui la planche de salut de l'industrie des énergies fossiles. Parce que vous savez, je sais, nous savons, ils savent que d'ici 10 ans, 20 ans, il y aura quasiment plus de voitures thermiques, donc on n'aura quasiment plus de carburant venant d'hydrocarbures dans les différents véhicules, puisqu'on sait que l'accord de Paris implique de tels objectifs de la part des États. Mais
ce pétrole, ce gaz naturel, l'industrie aujourd'hui prévoit d'augmenter la part qui va finalement être dédiée au plastique. Pour vous donner un exemple, c'était assez difficile d'avoir ces chiffres, il a fallu que j'appelle pas mal de gens. Un baril de pétrole aujourd'hui, il y a une colonne de distillation, il va donner énormément de produits différents. Et à ce jour, il y a environ 5 à 10% d'un baril de pétrole qui vont donner du plastique. Il se trouve qu'à Singapour, il y a beaucoup de recherches de la part des compagnies pétrolières. Ils ont réussi à monter un nouveau dispositif, une nouvelle technologie qui permet de retirer 40% de plastique à partir d'un baril de pétrole. Et il y a des recherches qui sont faites pour qu'en Arabie Saoudite, d'ici quelques années, on arrive à 80%. Donc ça veut dire que très bientôt, les pétroliers qui ne pourront plus mettre le pétrole dans les voitures pourront le mettre dans le plastique. Et alors, une autre chose qui est très intéressante, je trouve, quand vous décrivez le plastique dans le livre, c'est que, alors là, j'arrête pas de parler du plastique, mais en fait, on devrait parler des plastiques. Oui, tout à fait. Énormément de plastiques différents. Alors, vous donniez un chiffre que j'ai plus en tête, mais c'est assez faramineux, en fait, les différents types de plastiques. Alors, c'est une jungle, et c'est une jungle qui n'aide pas justement à simplifier la tâche pour les citoyens, les particuliers, que l'industrie du plastique préfère appeler donc les consommateurs. C'est extrêmement difficile parce qu'on vous parle du plastique en disant oui, le plastique n'est pas dangereux, le plastique est utile, le plastique. Effectivement, il y a des... Alors, je dirais qu'il y a on peut dire des milliers de plastiques différents. Alors, je vais juste peut-être revenir un tout petit peu sur ce que c'est que le plastique, Oui. en essayant de le faire assez simplement. Donc, le plastique, quand on parle de plastique, on parle de chimie. Un plastique, il y a un synonyme qu'on emploie souvent qui est un polymère. Un polymère est formé et constitué de monomères. En gros, c'est comme si vous aviez un collier de perles avec différentes perles pour composer ce collier. Chaque perle sera un monomère et assemblés les uns avec les autres, ils donneraient ce polymère. Donc, dans les plastiques, on va avoir par exemple comme monomère l'éthylène, qui, quand on va le démultiplier et le polymériser, va donner le polyéthylène, ou le propylène, qui va donner le polypropylène. Dans le polystyrène, par exemple, on a un monomère, qui est le styrène, cancérigène reconnu, perturbateur endocrinien, qui va donner, une fois qu'il va être polymérisé, le polystyrène. Et donc, dans tous ces plastiques, donc on a déjà une diversité de plastiques par rapport aux monomères, première chose. Donc là, je pense qu'on est peut-être à quelques milliers de plastiques différents. Mais à cette composition de base, finalement, des plastiques, il faut rajouter des épices. C'est comme si vous aviez, pour un plat quelconque ou pour un gâteau, alors je ne sais pas si on met beaucoup d'épices dans les gâteaux, mais de manière générale, dans les plats que vous faites, et ben on va rajouter des épices pour leur donner un petit peu plus de goût, pour plaire à certains goûts. Donc, on va mettre un additif, ce qu'on appelle les additifs, pour rendre un produit, pour rendre le plastique rouge, pour rendre le plastique parfumé, pour rendre le plastique plus flexible. La flexibilité, par exemple, c'est les phtalates qui vont rendre le plastique plus souple. Et donc, ces additifs vont démultiplier le nombre de plastiques possibles, en fait, parce qu'on va avoir un polyéthylène avec un antioxydant particulier qui va être mélangé avec un autre additif qui va faire ce qu'on appelle un effet cocktail. Donc, on a énormément de plastiques et chacun de ces plastiques va être recyclé différemment, va avoir une toxicité différente. Et c'est ça qui va rendre vraiment difficile toute approche du plastique. Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'aborde maintenant, expliquer, parce que quand je parle de ce que c'est que le plastique, c'est là qu'on comprend un peu mieux la toxicité. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je vous l'explique maintenant ou un peu plus loin. On peut commencer justement parce que c'est ce qui, pareil, moi, m'a interpellé, parce que ce qu'on ne comprend pas forcément, c'est en quoi le plastique est problématique, en fait, pour la santé humaine et le vivant de manière générale. Alors, du coup, voilà. En fait, je vais repartir de ce que je viens de vous expliquer sur la composition du plastique. Donc, on a compris à peu près que c'était formé avec des monomères et qu'on pimentait ça d'additifs. Et ben, en fait, il y a 4 sources de toxicité au plastique. Donc, l'industrie nous dit depuis bien longtemps, mais le plastique, c'est fantastique. Surtout, le plastique, c'est pas toxique. Pas question. Voilà, le plastique, c'est inerte. Il n'y a rien qui va sortir de votre gobelet en plastique dans lequel vous avez mis votre thé qui est en train de chauffer. Rien, jamais. D'accord ? Et c'est là que c'est faux. Alors, je vous explique pourquoi. Il y a 4 sources de toxicité au plastique. D'abord, le monomère. Donc, le monomère qui forme ce polymère. Je vous ai pris l'exemple du styrène. Ouais. Quand le styrène se détache, alors pour l'industrie, il ne se détache pas, sauf que ce n'est pas de bol, il se détache quand même. Le styrène est vraiment pas quelque chose de sympathique. Il y en a un autre qui est assez connu, un monomère très connu, qui a une réputation plutôt sulfureuse, c'est le bisphénol A. Le bisphénol A, ce n'est pas du tout un additif, en fait, c'est un monomère, c'est une des perles de base d'un plastique qui s'appelle le polycarbonate, mais il est aussi présent dans d'autres plastiques, cette fois-ci en additif. Et donc, on a ce monomère lui-même qui peut être toxique. Deuxième source de toxicité possible, donc les additifs dont on a parlé, j'ai pris l'exemple des phtalates. Un exemple qui n'est
pas très réjouissant, que je trouve particulièrement inquiétant, c'est notamment dans les hôpitaux. Mhm. Il se trouve que le plastique le plus présent dans les hôpitaux, c'est le PVC. Le plastique numéro 1. Parmi tous les plastiques, au niveau mondial, le PVC doit être numéro 3. Par contre, à l'hôpital, il est numéro 1. Donc 40% du plastique à l'hôpital, entre les linos qui couvrent les sols, les poches de sang, etc., tout ça, c'est du PVC. Sauf qu'il faut savoir que pour le PVC, quand il est brut, enfin l'origine en tout cas, quand il a été formulé par un laboratoire, il est dur. Donc, pour le rendre flexible, parce que le PVC, c'est sympa quand c'est souple, on doit rajouter des plastifiants, donc notamment les phtalates, les méchants phtalates. Mais ce n'est pas une petite pincée d'épices. C'est-à-dire que pour ce qui est du PVC, on peut avoir jusqu'à 80% du poids qui est constitué par des additifs, entre 20 et 80%. C'est énorme. De manière générale, on estime à 6 ou 7% du poids, les additifs dans un plastique, mais l'échelle, d'un plastique à l'autre, ça change énormément. Donc, le PVC est particulièrement mal loti sur les additifs. Et donc, quand vous avez, j'ai pris l'exemple effectivement dans le livre des poches à sang, donc vous avez des poches à sang en PVC souple, avec une petite tubulure qui va rentrer dans le bras, notamment des nouveau-nés, des prématurés, etc., donc des enfants particulièrement vulnérables. Or, les phtalates, notamment le DEHP, qui sont dans la poche de sang, vont migrer de la poche de sang au sang qui est dans la poche. Et donc après, effectivement, dans l'organisme du bébé. On a trouvé des taux de phtalates. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a tous des phtalates dans le corps, français, américain, africain, etc. Tout le monde a des phtalates, ok. Mais ces bébés qui sortaient du service de néonatologie avaient des taux de phtalates jusqu'à 170 000 fois plus élevés qu'un adulte. Ah oui. Donc, on est sur des taux qui sont inimaginables. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont nourris aux phtalates. C'est aussi simple que ça, parce qu'ils sont en difficulté, ils sont vulnérables, donc on les a sauvés grâce au plastique d'une certaine manière, parce que sans ce plastique, on n'aurait pas pu faire ça, sauf que dans ce plastique, il y avait des phtalates. Pendant longtemps, l'industrie a dit ça ne migre pas, jamais, oh là là, les poches à sang, etc., mais jamais ça migre. Il se trouve que depuis quelques années, ils n'ont jamais dit qu'ils changeaient de position, sauf qu'ils ont fait une audition devant la Commission européenne il n'y a pas très longtemps, et en lisant l'audition, je vois qu'à un moment, ils disent « Ah, mais vous savez, les phtalates, en fait, c'est un stabilisateur pour le sang. » Pour les molécules sanguines. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le sang, en fait, on le conserve dans les poches à sang. Il faut bien le conserver. C'est important de conserver le sang longtemps pour pouvoir le donner à plus de personnes et le garder plus longtemps. Et effectivement, on a découvert après coup que les phtalates, ça faisait garder le sang plus longtemps. Mais ça veut dire que quand ils ont dit ça, les industriels ont reconnu que les phtalates étaient bien en train de passer du plastique dans le sang, puisqu'ils disent « Ah, c'est tellement bien que ça conserve le sang. » Donc, en fait, en arrière-plan, ils reconnaissent que maintenant, ça migre effectivement, et ça migre et ça va dans les organismes. Donc, additif, on a compris. Deuxième source de toxicité, pas sympa. Troisième source, celle-là, elle est vraiment perverse. C'est-à-dire que c'est un terme vraiment, encore une fois, compliqué. Je vais essayer de le faire simple. C'est les NIAS. N-I-A-S. Alors, c'est de l'anglais, les Non-Intentionally Added Substances. En français, ça donne les substances non intentionnellement ajoutées. Ça veut dire que quand vous faites du plastique, vous faites de la chimie. Alors, moi, je ne suis pas chimiste, mais j'ai compris au fur et à mesure que ça veut dire qu'on met des solvants et puis qu'on fait chauffer la plupart du temps. Et donc, avec les réactions chimiques qui ont lieu, apparaissent de nouveaux produits, de nouvelles substances qu'on n'avait pas prévu de voir venir. Mais surtout, qu'on ne va pas aller chercher, donc, dont on ne sait pas qu'elles sont apparues. Et un exemple qui est très marquant, c'est que au début des années 90, une chercheuse qui est Anna Soto, qui travaille sur des cellules cancéreuses, elle a un tube à essai, on a des tubes à essai témoins où on met des cellules qui prolifèrent, parce que les cellules, de toute façon, elles prolifèrent, elles se démultiplient tout le temps, mais à un rythme normal, si vous voulez. Et quand vous avez un perturbateur endocrinien qui vient, d'un coup, paf, ça explose et ça prolifère énormément. Donc, elle a des tubes à essai témoins dans lesquels elle met des cellules témoins, et puis les cellules à côté avec cellules cancéreuses et puis perturbateurs endocriniens. Sauf qu'elle réalise un jour que dans son tube à essai, les cellules témoins prolifèrent, mais alors un truc de dingue. Elle se dit, non, j'ai pourtant rien mis dedans, pourquoi est-ce que ces cellules, elles se comportent si bizarrement ? Et là, elle se dit, la seule raison possible, c'est le tube à essai. Parce que le tube à essai, on pense à du verre, mais non, c'est du plastique. Et c'est un plastique, quand on pense à polystyrène, on pense aux petites boules blanches. Et c'est aussi un plastique transparent et résistant, le polystyrène. Ça peut aussi avoir cette forme-là. Et donc, son tube à essai est en polystyrène. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a appelé le fabricant en lui demandant, bonjour monsieur, écoutez, est-ce que vous avez mis quelque chose de particulier dans vos tubes à essai ? Ah, mais oui, vous avez remarqué, c'est une nouvelle formule, ils sont beaucoup plus résistants au choc, c'est bien. Oui, ok, très bien. Et alors, qu'est-ce que vous avez mis dedans ? Ah non, secret des affaires.
On ne peut pas vous donner de recette. Ok, d'accord. Donc, du coup, avec son collègue, etc., ils ont cherché à nouveau, ils ont trouvé eux-mêmes ce qu'il y avait. Et dans leur tube à essai, il y avait du nonylphénol. Le nonylphénol, c'est un perturbateur endocrinien reconnu. Et ce nonylphénol, le fabricant, il n'avait jamais mis de nonylphénol dans ses tubes à essai. En fait, il ne voulait pas parce qu'il savait que c'était méchant, il ne l'a jamais mis. En revanche, il a mis du TNPP. Bon, je vous passe le nom en très très long. Donc, du TNPP, sauf que le TNPP, avec la réaction chimique, la chaleur et les solvants, a relargué l'un de ses composants qui était du nonylphénol, qui est donc apparu dans le tube à essai et qui a migré, donc contrairement à ce que l'industrie reconnaît, qui a migré du tube à essai au contenu du tube à essai et aux cellules, et qui a fait réagir les cellules. Et donc là, on comprend très bien que le plastique est tout sauf inerte, et que et qu'on a beau mesurer ce qu'il y a dans le plastique, en fait, les fabricants eux-mêmes ne savent pas les composants ou les substances nocives, ou très gentilles d'ailleurs, qui peuvent être présentes dans leur plastique. Donc ça, troisième source de toxicité, les NIAS. Okay. Quatrième source, c'est la surface, parce qu'en fait, le plastique... alors pendant le Covid, je ne sais pas si vous avez vu au début, il y a 2 ans, au début de la pandémie, qui nous paraît peut-être bien moins maintenant, mais il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, beaucoup de gens dans les supermarchés se sont mis à acheter des produits enveloppés dans du plastique. Oui. En se disant oh là là, mais sûrement ce sera moins dangereux, etc. Et l'industrie a tout fait pour les convaincre que c'était une super idée et que le plastique était hygiénique. Au point qu'aux États-Unis, l'industrie américaine à ce moment-là a réussi à faire capoter des décisions qui étaient d'interdiction de sacs plastiques, qui devaient intervenir notamment, en l'occurrence, en mars à New York, et à suspendre tout ça, puisque tout le monde avait tellement peur du Covid qu'on s'est dit finalement, ils ont peut-être raison. Par mesure de sécurité, on arrête ça. Sauf que ce qui est arrivé en réalité, c'est que des chercheurs très vite ont commencé à faire des études pour savoir quels étaient les matériaux sur lesquels le Covid restait le plus longtemps infectieux. Et surprise, c'est le plastique. Le plastique, c'était le matériau sur lequel le Covid restait infectieux le plus longtemps avec l'acier, jusqu'à 7 à 9 jours. Donc voilà, et en fait de mettre, admettons, ces clémentines, comme en Italie, on a vu se multiplier par 2 les ventes de clémentines sous blister. Et en fait, à partir du moment où il y avait du Covid sur le plastique, qu'il soit sur le plastique ou directement sur la clémentine, c'était le même effet. Donc il y avait pas le plastique finalement n'avait aucun effet. Donc la surface du plastique peut véhiculer des toxiques, et notamment il y a des pathogènes. Il y a une étude qui a été faite qui est assez intéressante, qui montre que le plastique peut se comporter comme un radeau, qui va véhiculer des pathogènes d'un endroit à l'autre j'allais vous dire de l'univers, alors pas encore tout à fait, mais au moins de la planète. Il se trouve qu'après le tsunami au Japon, donc en 2011, il y a plein de débris de plastique notamment qui ont fait un trajet qui, suivant les courants, sont partis du Japon, de la côte est du Japon à la côte ouest des États-Unis. Et puis du coup, on a analysé les espèces invasives qui avaient été apportées par ces radeaux qui avaient transporté plein d'espèces du Japon, de la côte japonaise, aux États-Unis, qui avaient passé des semaines, des mois en mer, mais vu que ça tenait très bien sur le plastique, on était à 289 espèces invasives qui avaient fait le voyage. Voilà. Wow. Donc après, avec des microbes pas très gentils, des virus, etc. Et donc, voilà. Donc le plastique, vous l'avez compris, 4 sources de toxicité qui font que le plus on peut s'en passer, le mieux c'est. Oui, c'est ça qui est absolument, absolument fou, je trouve, et qui ressort encore du livre, hein, c'est que ça paraît évident en fait que le plastique est complètement toxique. Du coup, on ne comprend pas tellement pourquoi en fait on en produit toujours plus et pourquoi est-ce qu'on le recommande. On viendra là-dessus peut-être après, puisque là on a abordé la toxicité pour la santé humaine, mais ce que vous abordez aussi dans le livre, c'est la toxicité pour le vivant de manière générale en fait, et le fait qu'aujourd'hui en fait nos sols, nos océans, notre atmosphère est complètement gavée en fait de plastique. Et que en fait, le cycle de vie de ce plastique fait qu'aujourd'hui, le plastique, il n'y a pas du tout d'économie circulaire par rapport à ça. Le recyclage est bidon et qu'en fait, il est soit incinéré, soit enfoui. Alors, je ne sais pas, il y a tellement de choses dans votre question que je ne sais pas par où commencer. Alors, vous avez commencé par les sols et les océans. Alors, commençons par là. Le fait qu'effectivement, parce que nous, donc, il y en a dans le corps humain, il y a une étude qui montre qu'il y a jusqu'à 5 grammes, ça ne veut pas dire 5 grammes chez tout le monde, mais jusqu'à 5 grammes de plastique ingéré
par les humains chaque semaine. On a 5 grammes par semaine ingérés. Alors, ceux qui atteignent les records, c'est ceux qui boivent, alors je ne sais pas si parmi les auditeurs, il y a des candidats, qui boivent de l'eau minérale en bouteille, hein, puisque la bouteille en plastique relargue du plastique dans la bouteille et ensuite on la boit. Hein. Donc, les gens qui avaient le plus de plastique dans le corps, c'était ceux qui buvaient de l'eau minérale et pas de l'eau du robinet. Ce qui est Donc, complètement certes, fou. c'est fou. Oui, les gens veulent se protéger, ce qu'on comprend. Hein, mais au final, alors après, il y a un choix. Hein, dans l'eau du robinet, il va y avoir d'autres problématiques, d'autres toxiques, etc. En tout cas, pour le plastique, il y en a aussi dans l'eau du robinet, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que dans l'eau minérale. Donc, à choisir, mon conseil à moi, c'est plutôt l'eau du robinet, mais ça, chacun, il fera ce qu'il veut. Tout ça pour vous dire... Oh, pardon, vas-y. Non, je vous interromps parce que sur ce sujet de l'eau minérale en bouteille, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a aussi le fait de réutiliser cette même bouteille qui, derrière, est encore pire, en fait. Alors oui, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais enfin, on s'en doutait, hein, mais alors, les bouteilles, en l'occurrence, sont en PET, un de ces milliards de plastique dont on parlait. Donc le PET, c'est le plus connu, c'est pas le plus répandu, c'est le polyéthylène qui est le plus produit dans le monde. Mais pardon, mais le PET, donc polyéthylène terephthalate, qui est le plastique des bouteilles, on vous dit un peu partout, c'est super, prenez des bouteilles, buvez tous les sodas et toutes les eaux que vous voulez, parce que de toute façon, on va recycler le plastique. Ok, très bien, on va en refaire des bouteilles. Sauf que quand on a un produit toxique, on a compris qu'en première intention, le plastique est toxique. Recycler un produit déjà toxique ne peut pas amener à un produit pas toxique. Et effectivement, il a tendance à amener un produit plus toxique parce qu'entre-temps, le plastique de la bouteille, il s'est promené, il a rencontré d'autres pathogènes, d'autres toxiques, etc. Il les a agrégés, bon, bref. Et donc, au final, on a une étude a montré qu'effectivement, le PET recyclé était encore plus toxique. Mais c'était évident, en fait. Je ne sais même pas pourquoi, est-ce que par l'étude, c'est bien qu'elle soit là, mais en fait, c'était une évidence. Donc, effectivement, le recyclage, je pense revenir un petit peu après sur le recyclage, je pense, mais le recyclage, c'est un peu la fausse bonne idée. Bon, ça, effectivement, on va y revenir. Alors, du coup, je reviens sur mon vivant, parce que vous disiez effectivement que l'humain, on avait effectivement du plastique dans le corps, etc. Mais nous, l'être humain, on n'est qu'une petite portion de la biodiversité. Hein, donc, si on prend la biodiversité dans son ensemble, celle qu'on est un peu en train de détruire, reprenons de côté. Alors, on parle beaucoup des océans. On parle beaucoup, dès qu'on voit plastique, on voit océan. D'ailleurs, sur la jaquette de mon livre, c'est l'océan, mais c'est pour montrer sous un iceberg, un sac en plastique, pour montrer que la pollution invisible, c'est la pire. Ce que j'essaie moi de montrer dans le bouquin, c'est qu'il n'y a pas que les océans. Oui, les océans, ils sont pollués, d'accord, il y a du plastique partout. La faute à qui? Pourquoi est-ce qu'on parle des océans? On parle d'océans grâce ou à cause d'un monsieur très bien, très, très vénérable, qui s'appelle le capitaine Moore, qui en 1997 est au large de la côte ouest des États-Unis, dans le Pacifique, et d'un coup, il est avec son voilier, avec d'autres personnes, et il traverse une mer de plastique. Voilà. Et là, il se dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Voilà, et c'est ce qu'on appelle le 7e continent de plastique, ou le gyre de plastique, le gyre du Pacifique Nord, etc. Ça veut dire que sur plusieurs, alors je ne sais pas la surface exactement, on a une quantité énorme de plastique, mais sur une colonne d'eau, c'est vraiment dans le premier 2-3 mètres de profondeur. Et c'est en fait beaucoup de petits plastiques, ce qu'on appelle des microplastiques. Aujourd'hui, l'erreur, c'est qu'en fait, tout le monde a vu ça et s'est dit, oh là là, il y a plein de déchets dans l'océan, il faut absolument qu'on sauve les océans. Alors, première chose, le gyre du Pacifique Nord, il a toujours existé. Jules Verne, dans 20 milieux sous les mers, il parle de cet endroit-là en disant « Ah ben oui, mais vous savez que les courants, au gré des vents, etc., il y a à cet endroit-là une accumulation de déchets. » Sauf que les déchets du 19e siècle, ce n'était pas du plastique, c'était du bois, c'était etc. Donc, finalement, ce n'était pas très grave. Bon, donc ça existait, sauf qu'aujourd'hui, c'est nos déchets qui ont changé. Le gyre, il a changé aussi. Première chose. Deuxième chose, les plastiques qu'on appelle les plastiques de surface, c'est-à-dire les plastiques qui sont présents dans les premiers mètres de la surface des océans, représentent moins de 1% des plastiques présents dans l'océan. Ce qui veut dire, ce qui explique ma couverture et ce sac en plastique sous l'iceberg, que 99% du plastique présent dans l'océan, on ne le voit pas. C'est soit des bouteilles et autres qui durent très longtemps et qui sont au fond des océans, dans quelque part, on cherche, les scientifiques recherchent des puits, ils appellent ça sink, des puits, où est-ce qu'est donc ce plastique perdu? Bon, ok, donc peut-être qu'il y a des endroits où il est particulièrement accumulé, mais surtout, en fait, au bout d'un moment, il se dégrade en microplastiques. Alors, ce qu'on appelle les microparticules de plastique, c'est moins de 5 mm. Et après, quand on est à moins de 100 nanomètres, on est au nanoplastique. Bon, bref, les tout petits plastiques,
Les microplastiques, ça veut dire un grain de riz ou plus petit, et puis nanoplastiques, vous ne les voyez pas. Voilà, vous les cherchez avec un microscope, vous les trouvez, mais sinon non. Ok. Et donc, en fait, 99% des plastiques dans l'océan, c'est ceux qu'on ne voit pas. Or, on met tout le focus là-dessus. On va nettoyer les océans, on va emmener des grandes barges, on va enlever, tiens, là, il y a une bouteille qui reste, un pot de yaourt. Vous comprenez, quand on sait que 99% sont en dessous, que quand on parle de nettoyer les océans, c'est peut-être pas. Enfin, moi, c'est pas là que je vais investir mon argent. Quand je fais des dons à des ONG, c'est pas celle-là. Voilà, ça, c'est un exemple. Après, elles peuvent être très sympas, mais je pense que c'est une fausse motivation. Oui, c'est ça. Je reviens là-dessus parce que c'est vrai qu'on parle énormément de. Alors, je ne sais plus quelles sont les ONG ou les entreprises. On va pas les cibler, mais en tout cas, il y en a certaines. Voilà, parce que regardez, c'est des gens sympas. Il y a des gens sympas là-dedans qui sont pleins de bonne volonté. Maintenant, il y a deux choses. Un, c'est impossible, on ne nettoiera pas les océans. Et deux, ça fait croire au public qu'on peut les nettoyer et qu'en fait, on peut continuer à consommer notre plastique à partir du moment où on trouvera le moyen de les enlever, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, les 99% qui sont déjà dans l'océan en dessous, en tout petit, c'est fini. C'est fini. Plus jamais on les sortira de l'océan. C'est terminé. Donc, cela, on oublie. Donc, aujourd'hui, le point important, c'est que ça n'arrive jamais dans l'océan. À partir du moment, donc, c'est ne jamais le jeter, puisque c'est en le jetant, on pourra y revenir, que c'est là que ça disparaît ou ça suit des mauvais chemins. Et donc, de ne pas l'utiliser. Donc, c'est en amont. C'est quand vous allez dans votre supermarché, c'est quand vous commandez votre truc sur Amazon, c'est quand, je ne sais pas, enfin voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut y réfléchir. Parce qu'après, c'est trop tard. Donc, c'est vraiment en amont. Alors, je partais, vous avez prévenu que j'allais faire plein de digressions et parler longtemps, donc je partais de mes océans. Mais des océans, nous allons remonter, faire le chemin inverse de l'eau, le cycle de l'eau en sens inverse, et on va remonter sur les sols. Donc, il y en a aussi dans l'air. Dans l'air, on a vu qu'il y a une étude qui montre que dans les réserves naturelles américaines, on a plein de plastique, 133 par mètre carré, je crois, de microplastiques dans le sol. Bref, il y en a partout. Dans l'air, ça tombe dans le sol. Mais moi, c'est les sols qui m'ont marqué. C'est impressionnant. Aujourd'hui, on sait que les océans, ils sont blindés de plastique. Vous disiez gavé de plastique, c'est ça. Sauf que les sols, selon une étude de 2018 qui est remarquable, les sols sont 4 à 23 fois plus pollués en matière de plastique que les océans. Et les sols, alors autant les océans, c'est aussi la vie et tout ce que vous voulez. Enfin, les sols, c'est là où on cultive. Si on est très, très égocentrique et on pense à nous, les humains, c'est ce qu'on mange à un moment. Et donc, on sait qu'ils sont 4 à 23 fois plus pollués. Alors, pour quelle raison ? Le plastique qui est dans l'air, les microfibres de plastique qui partent de nos vêtements. Quand vous frottez votre vêtement synthétique avec votre main, paf, il y a un petit peu de microparticules de plastique qui partent. Voilà, c'est gagné. Donc, il y en a dans l'air. Donc, avec les pluies, ça tombe sur le sol et ça lessive. 2, les engrais, ils sont maintenant, c'est super moderne, c'est génial. On les encapsule dans du plastique. Parce qu'on se dit, oui, du coup, ça parle d'une bonne intention, encore une fois. On se dit, ça va diffuser doucement dans le sol. Sauf qu'à un moment, personne ne s'est posé la question de mais alors le plastique, il va se couper en petits morceaux qui vont rester dans le sol, il disparaît. Non, il ne disparaît pas, il n'a jamais disparu. Il est en plus petits morceaux, mais il est toujours là. Donc, les engrais, toutes les bâches éventuellement qui vont se décomposer, etc., sur les sols cultivés. Et puis, une source à laquelle on pense très peu et qui est pourtant la principale, c'est les eaux qui vont venir des stations d'épuration. Donc, quand vous allez faire votre machine à laver, si vous lavez vos fringues, si ça vous arrive, il se trouve que 70% à peu près, alors ces chiffres sont encore, 70% de nos vêtements, des textiles de manière générale, sont des fibres synthétiques. On n'y pense pas, mais en gros, la plupart de nos chaussettes, de nos slips et de nos pantalons, c'est du plastique, c'est du pétrole, en fait. Voilà. Et donc, des fibres textiles donc synthétiques, dès qu'on a du polyamide, du nylon, du polyester, tout ça, c'est polyester et une bouteille d'eau et votre t-shirt en polyester, c'est le même matériau. On est sur le même plastique, sauf qu'il prend une forme différente. C'est fascinant. Oui, on ne se croit pas que c'est le même, parce que du coup, d'ailleurs, les bouteilles, quand on ne peut pas les remettre en recyclage, en contact alimentaire, puisqu'on a compris qu'il y avait un peu de toxicité, on se dit, c'est pas grave, on les recycle en t-shirt. Bon, c'est le même, mais du coup, t-shirt. Oui, mais la toxicité, ouais, mais c'est pas grave, c'est un vêtement. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas du contact alimentaire, mais peut-être qu'à terme, il y aura une autre problématique qu'on peut imaginer, qui n'est pas encore démontrée, mais dans quelques années, on fera d'autres études. Bon, alors, je vais vous emmener de mes eaux usées. Alors, du coup, vos vêtements, vous les lavez dans votre machine à laver. Tout ça, ça se remue dans le tambour, etc. Et dans les eaux usées, vous avez plein de microfibres de textile, de plastique, en fait, qui vont aller dans les eaux usées. Selon un scientifique que j'avais appelé, qui s'occupait du textile, entre 4 et 20, on peut aller jusqu'à 20% d'un vêtement, d'un tissu qui va partir au fur et à mesure de la vie du vêtement en microfibre dans la machine. Donc, moi, j'ai cru que c'était trop, 20%. Il m'a dit, ah non, c'est juste, ce chiffre est juste. Ok, très bien. Ingénieur, chimiste, textile. Donc, du coup, ces microfibres vont dans les eaux usées et quand elles arrivent aux stations d'épuration, elles sont tellement infimes et petites qu'elles passent les filtres
et que selon une étude, c'était une autre étude très intéressante allemande, 80 à 90% de ces microfibres textiles passent ces filtres et arrivent dans ce qu'on appelle les boues d'épuration. Ces boues d'épuration, vu qu'il y a de la matière organique dessus, ça fait plusieurs années que dans différents pays, comme la France, on va les épandre sur les champs. Et donc, en fait, on étale nous-mêmes, c'est comme si on étalait avec une petite palette le plastique sur les champs, en fait. C'est vraiment, c'est nous qui le faisons. Et ils rentrent dans les sols. Et donc, pour revenir à notre nature et notre biodiversité, eh ben, on a remarqué que les plants qui poussaient dans les sols très chargés en plastique avaient une croissance beaucoup plus lente, des racines beaucoup plus chétives et se développaient beaucoup moins. Ce qui n'est pas super encourageant pour la sécurité alimentaire mondiale. Donc, on a vu dernièrement que on avait quelques soucis. Solide que ça. Voilà, que peut-être il était intéressant d'être sur de l'agriculture durable. Première chose, et puis en fait, il y en a partout. Donc, des études ont montré qu'il y en avait dans les carottes, alors dans tout, hein, mais il se trouve que les plus fortes concentrations dans cette étude ont été trouvées dans les carottes, dans les salades, et puis dans les pommes. Alors les pommes, je me souviens de quelqu'un qui s'était moqué de moi en disant « Oh là là, elle dit qu'il y a du plastique dans le sol et qu'après il y en a dans les pommes, alors ça ne marche pas ». Malheureusement, si, ça marche. C'est-à-dire que ça rentre par les racines et ça rentre dans le système racinaire de l'arbre qui, quand il va faire des pommes, va faire des pommes pré-plastiquées. Il y aura déjà du plastique dedans. Et c'est inquiétant. Et effectivement, c'est pas que, alors qu'elles soient bio ou pas, elles vont être un peu, il y en aura moins parce qu'il y aura peut-être moins de plastique dans les sols cultivés en bio, mais il y en aura quand même. C'est pas... Et l'autre point, donc c'est pour vous dire que même si vous faites très attention, vous pouvez difficilement, mais puis vous dites « Oh, je ne boirai plus d'eau en bouteille, d'eau minérale dans des bouteilles en plastique », très bien, il y a d'autres moyens par lesquels vous ne pourrez jamais tout éviter du plastique. Donc, il faut quand même aussi se calmer et se dire « Bon, faut vivre avec. » hein. Oui. Et en fait, moi, s'il y avait un truc à retenir qui m'a marqué, c'est les vers de terre. Alors, les vers de terre, hein, je suis à la campagne, il y a des vers de terre, et c'est sympa, les vers de terre, sauf que les vers de terre dans des sols chargés en plastique, ils commencent à se comporter différemment. Ils creusent, on dit qu'ils creusent leur terrier. Ils creusent leur galerie, leur terrier différemment. Ça veut dire que le plastique a aujourd'hui un impact sur le comportement des vers de terre. Or, on sait à quel point aujourd'hui les vers de terre sur la vie du sol, la fertilité du sol ont vraiment un impact très important. Et ça, je ne trouve pas ça particulièrement encourageant. Et pour revenir, fini ma boucle sur les océans et je vais revenir sur le climat, parce que pareil, c'est une autre information qui, moi, m'a bluffée. Alors, je suis désolée pour tous ces gens qui écoutent ce podcast. Je suis désolée, les déprimer, parce que je sais, mais une fois que vous aurez compris ça, je peux vous dire que vous allez pouvoir prendre plein de bonnes solutions. Et en fait, dans les océans, il se trouve que le plastique perturbe le phytoplancton et le zooplancton. C'est-à-dire que perturbe le plancton. Or, il se trouve que quand on parle de climat en ce moment, on entend peut-être pas mal que les océans absorbent beaucoup de CO2. En fait, c'est le plancton. Hein, quand il respire, le phytoplancton va absorber, il va respirer la photosynthèse, etc. Il va manger du carbone pour relâcher de l'oxygène. Et là, il se trouve que le plastique, les microparticules de plastique qui sont partout dans l'océan, perturbent la capacité du plancton à absorber le CO2. Or, en ce moment, on est plutôt content que l'océan absorbe 30% des émissions anthropiques de carbone. Hein, ce n'est pas inintéressant. Et donc, le plastique est en train d'aller perturber le fonctionnement de cette pompe à carbone qui emmène le carbone vers le fond des océans depuis des temps immémoriaux. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire qu'on est aujourd'hui dans l'ère du plastique. Moi, j'appelle ça le plasticène. Hein. Enfin, on parle d'anthropocène, on peut parler de plein de scènes comme ça, mais on est vraiment dans l'ère du plasticène. C'est-à-dire que le plastique est partout, puisqu'on l'a vu dans la fosse des Mariannes, c'est à 11 km de profondeur. Everest, 8 km en hauteur, donc dans tous les sens, hein, il est partout. Donc aujourd'hui, il faut vraiment comprendre qu'il y a une obligation, et pour l'être humain et pour la biodiversité dans son ensemble, alors, si je vous dis stoppons demain la production de plastique, ça n'arrivera pas, mais au moins prendre conscience de ça et freiner un maximum et réduire au maximum la consommation de plastique. Il y a deux points sur lesquels j'aimerais revenir aussi, parce qu'ils sont importants, je pense, pour vraiment un peu déconstruire l'idée qu'on peut finalement s'arranger avec le plastique, faire de l'économie circulaire, ou qu'il y a des plastiques qui sont non toxiques que d'autres, etc. Et du coup, il y en a deux qui, je trouve, sont extrêmement parlants dans le livre. Le premier, c'est le recyclage. Et le second, c'est le BPA, qu'on a rapidement abordé tout à l'heure. Sur le recyclage, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est 9% du plastique qui est recyclé, c'est ça ?
Alors, on estime, alors encore une fois, il y a beaucoup d'études, ça dépend si on parle que des emballages plastiques, parce qu'on a beaucoup de chiffres sur les emballages, puisqu'il y a des metteurs sur le marché. Donc, on sait combien il y a d'emballages qui ont été mis sur le marché. Et après, il y a le plastique de manière générale, mais là, c'est souvent difficile, parce qu'il y a le plastique qui est partout et on ne sait souvent pas ce qui a été mis sur le marché, où est-ce qu'ils sont au final. Donc, c'est assez compliqué. Le chiffre que vous évoquez de 9%, c'est des scientifiques qui, en 2017, ont sorti une étude qui a été très remarquée, qui effectivement ont essayé de se dire, une étude vraiment qui fait référence, hein, mais qui donne à peu près un chiffre qui est un ordre d'idée. Hein. Je ne suis pas sûre que ce soit 9,00. Enfin, voilà, bon, c'est vraiment un ordre d'idée que sur tous les plastiques qui ont été produits depuis 1950, qui est à peu près la date à laquelle, juste après-guerre, la Seconde Guerre mondiale, où le plastique est devenu un objet de grande consommation, puis un objet jetable surtout. Hein, voilà. On aurait à peu près 9% de plastique qui aurait été recyclé. Alors, recycler, le chiffre est très large. Hein, ça veut dire recycler en banc de jardin ou ça. Donc, ça ne veut pas dire recycler en un objet de même qualité. Mais donc, à peu près 9% qui auraient été recyclés, 12% incinérés et le reste à terminer en décharge ou dans la nature. Ça veut dire que si on met 9% recyclés et on a 91% qui ont été ou incinérés ou qui ont fini dans une décharge à ciel ouvert ou dans les océans, hein, tout ce qui est irrécupérable. Quand on voit ça et qu'on se dit, il y a l'industrie qui dit « ouais, mais on va faire mieux ». Alors moi, je vais vous donner un seul exemple sur le recyclage parce que moi, ça, je trouve le plus parlant. J'espère qu'il vous parlera. Ouais. Le recyclage du plastique, dès les années 70 aux États-Unis, on en fait. Parce qu'il y a quand même des gens qui se sont dit, bah oui, on met un déchet, enfin quand même, on va essayer de le recycler. Donc ça existe. Toute petite échelle, mais ça existe. Bon. Dans les années 80, aux États-Unis, le plastique est déjà vraiment persona non grata. C'est vraiment déjà... Parce qu'on a l'impression que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'on dit « Ah, le plastique, c'est pas bien, c'est pas beau ». Mais non, mais ça met des années, ça fait 40 ans au moins que dans le monde, des militants sont extrêmement engagés, déterminés pour alerter sur le plastique. Et le message ne passait pas jusqu'à maintenant. Et dans les années 80, fin des années 80, il y a énormément de manifestations aux États-Unis parce que le plastique commence à s'amonceler partout, notamment autour des villes, parce que les fast-food, etc., les McDonald's, etc., tout est en plastique, et puis ça finit tout ça dans des décharges à l'extérieur des villes. Et les militants manifestent contre le plastique et l'industrie se dit à ce moment-là, ça sent mauvais. Là, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que le plastique commence à avoir une mauvaise image auprès du public. Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen. Il faut qu'on arrive à le rendre plus vert pour que le consommateur donc, continue à acheter du plastique. Bon, alors ils réfléchissent, ils créent un think tank, ils créent un conseil des déchets solides, bon bref, et ils disent « Ah, mais le recyclage, c'est pas mal. Si on leur disait que ça se recyclait, du coup, ils achèteraient plus. » Et alors, ils ont tout à fait raison, parce qu'on a une étude qui nous montre, c'est une étude de 2017 canadienne, qui montre que quand un consommateur voit au supermarché recyclable, sur un produit, avec un emballage recyclable, il va beaucoup plus acheter ce produit-là. Déjà, on a acheté 2 fois plus, en disant « Ah, je fais un geste pour la nature ». Donc, il y a un sentiment de gratification, de plaisir, en disant « Moi, je fais un geste positif, et c'est super ». Et du coup, en fait, l'émotion positive ressentie avec ce bien-être du recyclage, dépasse l'émotion négative du gaspillage. C'est-à-dire qu'il va plutôt en acheter plus, et quitte à les jeter derrière, parce qu'il se dit, bah oui, mais c'est un geste pour la planète, plutôt qu'en fait d'acheter moins, et en fait, il va gaspiller plus. Alors, l'industrie a compris ça dès les années 80, et alors elle a décidé d'investir des millions, des centaines de millions d'euros dans le recyclage pour le promouvoir. Au même moment, il y a des documents en interne qui montrent, de l'industrie du plastique qui sont sortis, qui montrent qu'elle dit que « Oh non, ce ne sera jamais le recyclage ». Dès les années 70, le recyclage, ce ne sera jamais une solution à long terme. Hein, non, ça ne marchera pas, ce n'est pas viable économiquement. C'est les termes qu'ils emploient, hein, donc très clairement. Et donc, dans les années 80, ils décident d'aller à fond dessus. Ils font des campagnes de partout. Eh bien, aux États-Unis, dans les années 90, on était à peu près à 5% de plastique recyclé. En 2000, alors quand j'ai le bouquin sorti en 2021, à peu près en 2020, on était environ à 7%. En 30 ans, avec des centaines de millions de dollars dépensés, on est passé de 5 à 7% de plastique recyclé aux États-Unis. C'est juste un exemple, mais c'est pour vous dire que très clairement, le recyclage, ça peut marcher dans certaines conditions, on peut y revenir, mais ce n'est clairement pas la solution qui va nous sauver du plastique. Oui, et alors, en fait, même au-delà du fait que, alors c'est déjà assez criant, effectivement, qu'en fait, il y a une infime partie des plastiques qui sont réellement recyclés, alors qu'on nous fait trier dans
dans des poubelles. Enfin, on a l'impression que ça fonctionne, en fait. Finalement, c'est… Ah, ça, on a l'impression que ça fonctionne. Vous avez tout à fait raison. Et du coup, moi, j'étais dans le sud pour faire une conférence il y a quelques mois et j'ai vu une grande benne collective pour mettre les, les, les déchets recyclables. Et donc, c'était écrit en gros avec des poissons morts mélangés dans du plastique, ne pas trier, tue. OK, très bien. Alors, ne pas trier, tue, donc ça veut dire qu'on repense au consommateur, on lui dit, bah, vous n'avez pas trié, oulala, vous avez tué tous les poissons de l'océan. OK. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, en fait, parce que ce que vous mettez dans votre bac de recyclage, on ne sait pas ce qui va être. Alors, vous l'avez trié, certes, c'est pas pour ça qu'il ne va pas tuer. C'est-à-dire qu'en fait, sur une poubelle de recyclage, aujourd'hui, on vous incite à tout mettre dans la poubelle. C'est pas pour ça qu'on a des solutions de recyclage pour tout ce qu'on met dans la poubelle. Je prends juste l'exemple des yaourts, des pots de yaourt, puisque pas mal de Français mangent des yaourts. Les pots de yaourt, à ce jour, en France, sont notamment en polystyrène, pour la plupart. Et bien moi, dans l'enquête que j'ai menée, j'ai découvert avec stupeur, parce que je mange des yaourts. Alors depuis, moi, je fais mes yaourts. Je fais mes yaourts toute seule et je n'ai plus de pot de yaourt. Parce que du coup, il ne passe plus de la toxicité du pot de yaourt dans mon yaourt et en plus, je n'ai plus à jeter des pots de yaourt. Et donc, les pots de yaourt, 4% des pots de yaourt français à peu près en polystyrène sont recyclés. Et alors, recyclés, je vais mettre des gros guillemets, parce qu'ils sont envoyés en Allemagne et en Espagne. Parce que visiblement, ils ont, eux, la technologie, et puis deux, ils ont plus de matière. Est-ce qu'ils mangent plus de yaourt? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont des filières où il y a plus de pots de yaourt. Et qu'est-ce que ça devient, ces pots de yaourt? Ça ne devient pas un nouveau pot de yaourt, il ne faudrait quand même pas trop rêver. Ça devient, alors, soit des cintres, des cintres que vous mettez sur les vêtements qu'on jette rapidement, soit des bannettes en bureautique que vous mettez sur votre bureau, des bannettes en plastique, soit des pots de fleurs. Vous savez, les pots de fleurs noirs, là, parce qu'on met, quand on a un plastique un peu sale en recyclage, on se dit, oh là là, c'est quoi cette couleur pas belle? On met un peu de pigment noir, ça fait un peu classe, et du coup, ça devient un plastique recyclé. Et donc, voilà. Donc, du coup, et là, on vous dit, mais mettez tous vos pots de yaourt dans les poubelles et on fera quelque chose. Est-ce qu'on fera quelque chose avec le polystyrène? Alors, ce n'est pas gagné. J'ai quand même, parce que j'ai beau être aujourd'hui très critique, j'ai été interrogé tout le monde. J'ai interrogé Total, aujourd'hui Total Énergie, qui a accepté de me parler et que je remercie pour accepter de me parler. Et Total, en fait, est en train de développer avec Citeo. Citeo, c'est l'industrie. Voilà. Okay. Donc, Citeo, Total et puis Syndifray, je ne sais plus qui est dans le groupe. Ils se sont dit, on va essayer de trouver un moyen pour faire du recyclage chimique. Alors, le recyclage chimique, c'est le nouveau fantasme du recyclage. Aujourd'hui, on fait du recyclage mécanique. On prend des bouteilles et autres, on les met en tout petits morceaux de plastique, on les nettoie, puis on les fond et on refait une bouteille. Bon, OK. Ça, c'est le recyclage mécanique. Sauf que du coup, vous comprenez bien, quand on fait ça, la toxicité, ça revient dans la nouvelle bouteille. Même si on nettoie, quand même, c'est compliqué. Aujourd'hui, on nous fait rêver avec le recyclage chimique. C'est-à-dire que le recyclage chimique, on vous dit, prenons notre polyéthylène terephthalate, le PET, en fait, on va revenir au monomère de base, c'est-à-dire l'acide téréphthalique et l'éthylène glycol, si je me souviens pas, que je vous en ai écorché un, mais je pense que c'est ça. Donc, on revient aux deux monomères de base, et en fait, on les met tout propres, on revient, et en fait, on les recombine ensemble, et on refait un PET qui sera tout neuf, tout propre. Alors, sur le papier, pourquoi pas? Sauf que, donc, en l'occurrence, là, il y a une tentative donc, en Moselle de trouver du recyclage chimique pour nos pots de yaourt en polystyrène. Et là, Total me dit, effectivement, c'est super. Alors, je dis, est-ce que ça marche pour l'instant? Non. Réponse, non. À ce jour, ça ne marche pas. OK, donc c'est un pilote. OK, si ça marche, un jour, OK, très bien. Est-ce qu'il faudra rajouter du plastique vierge? Parce qu'en fait, ce qu'on oublie de vous dire, c'est que pour refaire des bouteilles, etc., on perd en qualité, on perd en quantité. En fait, il ne faut pas une bouteille pour faire une bouteille. Il en faut plus. Bon. Donc là, j'ai dit, quelle quantité? Il faudra 75% de plastique vierge pour 25% de ce nouveau plastique recyclé. Eh oui. OK, donc on n'est pas encore à la fin du plastique vierge. Vous avez compris qu'on va peut-être réduire un petit peu, mais pour faire ce recyclage chimique, on va vous dire mangez plus de yaourt, surtout jetez bien vos pots de yaourt, parce qu'il leur faut de la matière. Ils appellent ça un gisement. S'ils n'ont pas un gisement et s'ils n'ont pas plein de matière, ce n'est pas économiquement viable. Donc, il faut consommer plus et avoir plus de plastique pour pouvoir en recycler plus. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux pas très sympathique. Ouais. Donc, OK, donc 75% de plastique vierge, OK. Et du coup, on fera des pots de yaourt alors avec ce plastique. Oh, non, ma bonne dame, quand même, on ne va pas refaire des pots de yaourt avec des pots de yaourt. Non, on fera du mobilier de jardin, on fera des canalisations. Des canalisations, m'a-t-on dit, voilà. Voilà, donc c'est ça l'avenir qu'on nous promet du recyclage chimique qui est censé être le super truc, donc qui n'est pas aujourd'hui opérationnel et qui a beaucoup de failles.
notamment Mars qui fait l'entreprise américaine qui fait donc des Mars et d'autres snacks et plein de produits alimentaires, etc., qui sont dans des petits produits en plastique. Donc, qui dit petit emballage à multicouches avec 36 matériaux, genre votre paquet de chips ou votre barre de Mars, il y a plusieurs plastiques, on ne peut pas les séparer les uns des autres. Donc, ils sont trop petits, ils passent dans les failles les mailles des centres de tri. Donc, ils sont trop petits, puis deux, ils sont mélangés. Donc, de toute façon, ils seront brûlés. Donc, ça n'existe pas. Et bien, Mars, qui a aujourd'hui à 0% de plastique recyclé dans ses emballages, s'est engagé à en avoir 20% d'ici 2025 grâce au recyclage chimique qui n'existe pas encore. Et là, vous vous dites, est-ce que je peux vraiment croire qu'ils arriveront à 30% en 2025 ? Je ne vais pas vous souffler la réponse, mais je pense que vous l'avez compris. Voilà. Oui, non, complètement. Mais et alors, ce qui est vraiment marrant, parce que moi, ça m'a vraiment, pareil, halluciné dans le livre, c'est le fait que, donc, comme vous le disiez, que le recyclage a été inventé, en fait, par les Il existait, industriels. mais en tout cas pas de manière industrielle. Et il a été inventé sur la façon dont, oui, on va arriver au plastique qu'on recycle à l'infini. Et ça, oui. Ça a été, oui, c'est leur motto, enfin leur slogan, leur devise, ouais, tout à fait. Et que malgré en fait ce recyclage, on est à des taux qui sont toujours assez infimes, qu'il y a que très peu de plastique même. Alors là, on ne va pas rentrer dans le détail là maintenant, mais dans le livre, vous allez beaucoup plus dans le détail. Je mets un petit peu les sigles parce qu'on a tous ces sigles que les gens ne connaissent pas sur les emballages qui font vous perdre tellement vous avez l'impression que vous avez une flèche verte qui tourne fatalement, c'est recyclable. Bah non. C'est pas celui-là, c'est l'autre, c'est celui que vous n'allez pas comprendre avec un chiffre que vous ne savez pas ce que c'est. Retenez que celui qui est dans un triangle, il y a le chiffre 1, ça sera recyclé, et éventuellement le chiffre 2. Moi, j'étais très confiante sur le chiffre 2, le PEHD, le polyéthylène haute densité. Et Nathalie Gontard, qui est chercheuse, qui a aussi beaucoup travaillé là-dessus, m'a dit non, ça ne donnera pas du contact alimentaire, parce que même les shampoings, ils sont obligés de les mettre en contact alimentaire. Ce sera du sous-cyclage ou du décyclage. En anglais, ça sonne mieux, downcycling, mais ce donnera jamais un produit équivalent. Donc, donc vous pouvez regarder. Il y a une certitude, quand vous voyez 7 derrière votre produit, celui-là, c'est sûr que ce n'est pas recyclable. Voilà, celui-là, au moins, il y a une certitude, celui-là, non, ça n'ira pas. Mais alors, jetez-le. Attendez, ne vous prenez pas sur mes propos. Si vous avez un emballage plastique où c'est écrit dessus, jetez-le dans la poubelle de tri. Même si, comme moi, vous savez pertinemment qu'il ne le sera pas, mais que vous êtes arrivé devant votre poubelle, que ça a été consommé, que vous l'avez là et qu'on vous dit de le mettre, mettez-le. Jouez le jeu. Hein. On va continuer pour l'instant. Mais il faut juste, le mieux, c'est de ne pas arriver à votre poubelle de tri. Et là, comme ça, il n'y a plus de dilemme. Voilà, puis c'est réglé. Mais alors, c'est là aussi où je voulais en venir, parce qu'en fait, c'est... Encore une fois, ce qui je trouve est très marquant et démystifie un petit peu l'idée du recyclage, au-delà de ces chiffres, ce qu'on a dit sur le fait qu'en fait, il y en a très peu, que ce ne soit pas forcément économique pour tous, qu'on pourrait le faire forcément techniquement pour certains, mais que en fait, les prix des matières sont pas suffisamment élevés. Au-delà de tout ça, en fait, il y a tellement de plastiques qui sont utilisés pour l'alimentation, le textile, etc., et qui sont tout simplement toxiques, hein, comme on l'a dit là en début d'émission, qu'en fait, de base, le recyclage est une extrêmement mauvaise idée, en fait. En fait, c'est ce qu'on m'expliquait, les gens que j'ai interrogés, c'était qu'en fait, le plastique est le moins bon candidat pour le recyclage. Autant le recyclage, c'est bien, je veux dire, sincèrement, recycler du verre, de l'acier. Alors, le problème, c'est l'énergie qu'on va mettre pour casser une bouteille en verre, pour aller refaire une bouteille en verre dans la foulée. On va consommer énormément d'énergie pour la refaire. Maintenant, si elle est consignée, qu'on la réutilise, là, ça a un énorme intérêt. Mais le plastique est l'un des pires matériaux à recycler. Voilà, donc une fois qu'on a compris ça, c'est assez simple en fait. Il faut juste plutôt éviter, prendre d'autres solutions. Et les solutions, c'est plutôt de passer sur, non pas du jetable, mais du réutilisable. Et alors tout à l'heure, Jean-Philippe, vous m'avez parlé de... J'ai zappé parce que j'ai dû développer bien longtemps sur autre chose, mais vous parliez de BPA. Oui, tout à fait. Intéressant sur le bisphénol A, donc qui soit un monomère dans le polycarbonate, soit utilisé comme additif finalement dans certains plastiques. Ce qui est inquiétant, et c'est là où c'est pas honnête de la part de l'industrie, et c'est ça que j'essaie d'expliquer dans le livre assez simplement pour que les gens comprennent. Alors, si je vous dis « on nous ment », mais oui, c'est un peu le problème. Alors, on ne nous ment pas vraiment, parce qu'en fait, on utilise les trous de la législation pour ne pas nous mentir. C'est-à-dire que, je prends l'exemple des biberons, parce que s'il y avait une chose à changer, la première pour tous les gens qui m'écoutent aujourd'hui, les gens qui ont un biberon en plastique, vous arrêtez les biberons en plastique. Voilà, vous prenez des biberons en verre, vous en casserez 2 dans la vie de votre bébé, 3, c'est pas grave, vous les rachèterez, ou en inox, mais pas en
plastique. Là, il y a une certitude. Voilà. Alors, notamment, je pense au bisphénol A qui a fait un scandale, etc., qui est interdit en France dans l'emballage alimentaire, en Europe seulement pour les contenants pour les moins de 3 ans, donc ce n'est pas du tout partout en Europe. Le bisphénol A, donc, vous voyez à plein d'endroits écrit 100 BPA. Et là, le consommateur se dit « Oh là là, je fais un bon achat. C'est 100 BPA, c'est super, c'est propre, c'est bien. » Alors, c'est sûr que la mention 100 BPA, c'est plus sexy qu'avec BPS. Ben oui, parce qu'en fait, le bisphénol A, il était remplacé par son cousin, le bisphénol S ou le bisphénol B ou le AF. Parce que les bisphénols, en fait, c'est une famille de substances, et donc de perturbateurs endocriniens. Donc, et cette famille de substances, en fait, on réalise, parce qu'on les analyse chacun les uns après les autres, en fait. Le bisphénol A, ça va être la substance chimique la plus étudiée au monde. Et vous avez encore l'industrie qui vous dit « Ouais, mais on n'est pas sûr, en fait, vraiment, que ce soit méchant. Il faudrait continuer à étudier. » Okay. Pendant ce temps-là, les chercheurs continuent à étudier, et pendant ce temps-là, l'industrie continue à utiliser le BPS, le BPA, le BBF, etc. Et donc, il faut comprendre que quand on vous dit sans quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il y a avec autre chose. Et c'est ça qui est dangereux, parce que la législation et les autorités de régulation, alors je peux parler d'européennes, mais toutes les autres, hein, les européennes, elles vont plus vite, autant pour vous dire qu'on n'y est pas, mais que les autorités de régulation européennes, par exemple, ne vont pas à la vitesse de la découverte et de la production des nouveaux plastiques et des nouveaux additifs. Et en fait, l'industrie ne révélant pas, ne donnant pas tous ces documents et ces données aux agences de régulation, et ben en fait, les agences de régulation, elles sont aveugles. Donc, elles ne peuvent pas interdire ceci ou cela parce qu'elles, autant l'industrie n'a pas à démontrer que leur produit n'est pas nocif, elles vont devoir démontrer que le produit est nocif, ce qui est beaucoup plus difficile. Et il y a un exemple assez simple quand j'ai interrogé Pete Myers, qui est l'un des chercheurs, des ingénieurs qui a mis en avant la dangerosité des perturbateurs endocriniens dans les années 90 aux États-Unis. Il estime que ce qu'il faut savoir sur les perturbateurs endocriniens, c'est que ça agit à très, très, très faible dose. Ça veut dire que vous pouvez avoir une dose infime de BPA dans un organisme qui va provoquer un effet. Là, vous aurez un effet, un impact qui va être visible. Et puis, vous allez augmenter la dose de BPA progressivement et l'effet va disparaître. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas ce qu'on appelle monotone. Ça veut dire que la dose, ça va dépendre de la dose. Mais en fait, c'est pas plus la dose va être haute, plus l'effet va être important. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les autorités, les agences de régulation américaines, européennes, vont tester ces produits à un certain niveau, mais ne vont pas le tester à plus faible en se disant, bah non, comme dit l'industrie, c'est la dose qui fait le poison. Si ça fait pas, il n'y a pas un effet à 100 grammes, bah, il n'y en aura jamais à 50 grammes. Alors, je vous parle de grammes alors qu'on parle bien sûr de notions beaucoup plus faibles. Et en fait, voilà ce qui se passe. Et en fait, les agences aujourd'hui, on estime qu'elles ont des seuils 20 000 fois trop élevés par rapport au seuil qu'il faudrait vraiment mesurer pour ce qui est en l'occurrence des bisphénols. Donc, on est dans un monde qui est totalement... vous voyez, elles sont vraiment de bonne volonté, les agences, mais c'est très difficile de mesurer ces choses-là. Et donc, le meilleur moyen pour s'en protéger par rapport aux substances dont on ne sait même pas qu'on va les mesurer parce qu'on ne sait pas qu'elles sont présentes dans les produits, le meilleur moyen, c'est simplement d'éviter le plus possible ces produits-là, notamment pour les bébés, puisqu'on sait que ça va migrer vers le lait, et que pour les gens qui se sont dit « Ah, c'est pas grave, on va l'acheter les biberons en polypropylène », les études ont montré qu'on avait des millions, hein, on parle en millions, je crois que c'est 16 millions de microparticules de plastique qui allaient passer dans 1 litre de lait qu'on allait chauffer. Ouais, donc, non, alors peut-être, comme le dit l'industrie, comme le suggère l'industrie, « Ah, mais c'est pas parce qu'on a du plastique dans le corps que c'est dangereux. » C'est pas faux. Enfin, moi, à choisir, j'aime autant ne pas en avoir dans le corps. Voilà. Non, c'est assez glaçant et c'est, je pense, la partie du livre qui moi, m'a le plus terrifié, honnêtement. Je suis désolée, vraiment, je vous présente toutes mes excuses. C'est génial dans le livre parce qu'à plusieurs moments, vous prenez un peu de recul en vous adressant au lecteur, en disant justement, bon, allez, souffle un peu, je sais que c'est anxiogène, mais voilà, t'inquiète pas, ça va bien se passer quand même. Mais sur justement le fonctionnement des instances de régulation et de contrôle, on part du principe, en fait, qu'on fonctionne dans un système où finalement il y a une régulation, un État, des organisations qui sont là pour nous protéger, qui entre guillemets, dont le travail est vraiment de tester, et on se dit c'est évident qu'il n'y a pas de produits qui vont arriver sur un marché alors qu'ils sont éminemment toxiques. Le problème est de savoir tout ce qu'ils vont tester. En fait, il faut savoir que sur les emballages alimentaires, par exemple sur le pot de yaourt, ils ne vont pas aller tester ce qu'il y a dans le pot de yaourt. Donc c'est sur le déclaratif de l'industriel. Donc l'industriel va vous dire voilà ce qu'il y a dans le pot de yaourt. Ok, très bien, allons-y.
Sauf que même s'il dit qu'il y a du polystyrène, il se trouve qu'aujourd'hui, la science de régulation dit que le polystyrène, il n'y a pas de problème. Sauf que les scientifiques qui font des recherches voient qu'il y a un problème et que ça migre. Donc, la science de ces instances de régulation est, excusez-moi d'être un peu trivial, mais est à la ramasse par rapport à ce que savent les industriels. Et il y a aussi le problème du déclaratif. Les industriels, eux, ont des études qui leur démontrent, alors pas pour tout, mais pour beaucoup de choses, que certaines substances sont dangereuses, mais tant qu'on ne va pas leur demander, leur imposer de donner ceci ou cela, ils ne les donneront pas, et donc les agences de régulation ne seront pas au courant. Elles ne peuvent pas, elles. Vous savez, vous avez, pour ce que me disait une pauvre personne qui était à l'ANSES, qui est l'agence de contrôle des aliments en France, de l'alimentation et des emballages alimentaires. Mais vous savez, moi, quand je les vois arriver, moi, je suis toute seule et j'ai 20 personnes devant moi avec des avocats qui sont payés ce que moi, je vais gagner, qui sont payés en une journée ce que moi, je vais gagner en un mois ou en un an. On n'est pas sur les mêmes rapports de force. Et après, on a des gens qui sont d'extrêmement bonne volonté et qui font des choses bien, vraiment en Europe. Je pense à l'ECA, qui est l'Agence européenne des produits chimiques, avec des gens super. Mais malheureusement, la chimie va trop vite et on ne demande pas une fois qu'un produit est sorti, donc on a un déclaratif. Voilà, comme les masques, on a parlé des masques qui avaient des particules de plastique ou du graphène, je travaille sur les masques au graphène, etc. On les met sur le marché, et puis une fois qu'il y a des problèmes, qu'on va voir ce qu'il y a en fait. Il y a tellement de produits que certains vont être extrêmement bien, certainement bien examinés, étudiés et évalués. Et puis notamment pour le plastique, dont on a jugé depuis le début que ce n'était pas dangereux, les emballages en plastique, il faut revenir point par point, reculer, dire « Ah non, mais finalement, il y a ça dans ce plastique-là, et peut-être qu'en fait, on avait estimé que ce n'était pas dangereux parce qu'à l'époque, on n'avait pas la science pour mesurer les perturbateurs endocriniens à si faible dose. Aujourd'hui qu'on l'a, il faut tout repasser. » Voilà. Mais ça, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que réellement, là, on se dit, on va pouvoir Alors, tester... on va aller vers un meilleur monde, parce que le BPA, par exemple, effectivement, en tout cas en France, il a été sorti. Bon, le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle les substitutions regrettables. L'industrie a mis d'autres bisphénols et qu'il n'y a pas encore assez d'études pour interdire le bisphénol S, etc. Mais l'Europe, en ce moment, est en train de se dire « Ah oui, mais en fait, ce serait peut-être pas mal. » Il y a une étude qui est en train d'être faite qui est très bien. Ils envisagent de faire une réglementation de groupe. C'est-à-dire à dire, les bisphénols, plutôt que de les traiter un par un et de prendre 20 ans par bisphénol, auquel cas, on y est encore dans 200 ans avec un bisphénol ZBY qui va, je ne sais pas, qui va exister. Et du coup, ils décident de dire, là, il y en a 20 qui sont dangereux, on fait une réglementation de groupe. Et ça, c'est super intelligent, sauf que ça va encore prendre un peu de temps. Les PFAS, qu'on appelle donc les PFAS ou les perfluorés, très méchants, qu'il y a notamment dans les poils téphales, par exemple, qui sont abîmées, etc. Si elles sont rayées, les poils téphales, vous ne posez pas trop de questions. S'il y en a une qui est pas rayée, vous la gardez, l'utilisez tant que vous pouvez. Si elle est rayée, on oublie et on ne la chauffe pas à 250 degrés non plus, la poêle. Donc tout ça, aujourd'hui aux États-Unis, ça commence à être interdit. En Europe, on s'y penche beaucoup, ils sont très intéressés. Mais donc c'est ce qu'on appelle les chimiques éternels, ils sont présents dans l'environnement aujourd'hui. Et on continue à en produire. Et le bisphénol A, par exemple, on en produit, la production augmente de 3% par an au niveau mondial. Alors, certes, en France, par exemple, ils sont interdits dans les emballages alimentaires. Vous voyez au niveau mondial ce que ça donne. Bien sûr. Plus 3% par an. Et en fait, ça veut dire que s'ils sont produits, c'est qu'ils arrivent dans des produits derrière. Et donc, alors je ne sais pas à quel moment vous me poserez des questions pour que je vous donne un peu de positif, mais il se trouve qu'il il y a quoi maintenant? Il y a à peine un mois, c'était très attendu. Il se trouve que les populations prennent de plus en plus conscience que le plastique est un danger, et pas seulement au niveau des déchets sur une plage en Indonésie ou en Turquie, où nos déchets se précipitent puisqu'on n'a plus la Chine pour les envoyer, qui les a interdits, donc nos déchets plastiques, maintenant, on les envoie en Turquie. Donc ça marque les gens, mais pas trop, mais les gens sont en train de comprendre que le plastique est dans leur corps et est toxique. Et là, pour le coup, ça commence un petit peu à marquer un peu les esprits. Et donc, il y a eu l'ONU, donc l'Assemblée générale des Nations unies pour l'environnement, qui se réunit tous les 2 ans à Nairobi, qui a décidé, il y a quelques semaines, qui a décidé qu'on allait enfin avoir un traité mondial sur la pollution plastique, ce qui est indispensable. Alors, est-ce qu'il sera ambitieux? C'est comme pour le climat, etc. On peut toujours se poser plein de questions. Mais enfin, d'ici 2 ans, on est censé, ils ont ouvert les négociations. Alors, on parle d'ouverture des négociations pour lancer un traité. Bon, c'est pas genre, ça y est, on a un traité. On va réfléchir à un traité et dans 2 ans, on vous propose ce qu'on a mis en place et puis on vote, etc. Bon, ça va prendre un peu de temps, mais c'est déjà essentiel. C'est déjà essentiel qu'au niveau mondial, parce que vous comprenez bien que c'est au niveau mondial, il y a une décision de prise de conscience et il va y avoir des mesures. Maintenant, le rêve, je vous avoue que c'est un rêve. Mais parfois, vous savez, les rêves se réalisent. Peut-être que rien que de les dire, ça peut provoquer quelque chose.
c'est qu'à un moment, on plafonne la production de plastique. Tant qu'on ne plafonnera pas la production de plastique vierge, on n'arrivera pas vraiment à régler cette crise. Je pense notamment à Total, qui, quand je les ai interviewés, me disait, vous savez, nous, notre but, c'est d'ici 5 ans, 30% de nos plastiques seront des matières recyclées. Donc, notre production de plastique, ce sera 30% de matières recyclées. Donc, du type de celui qui ne marche pas en Moselle, par exemple. Vous voyez, donc, voilà. Et je lui dis, ouais, mais c'est 30% d'un chiffre 100 qui reste le même, ou c'est 30% d'une production que vous augmentez. Et là, on m'a répondu, je ne sais pas, je vais vérifier. Et bizarrement, on ne m'a jamais rappelé. Et donc, du coup, j'ai été vérifiée et j'ai compris qu'en fait, leur production de plastique allait augmenter d'au moins 50% dans les 5 prochaines années. Et là-dessus, il y aurait 30% de matières recyclées. Mais en fait, on est en train de produire de plus en plus de plastique vierge. Donc, tant qu'on n'aura pas limité la production de plastique vierge, il n'y aura pas une vraie réflexion sur le recyclage. Et puis, il n'y aura pas un changement. Le plastique, c'est un changement de société. C'est un changement de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai compris en travaillant sur le plastique, c'est que ce dont je me suis rendu compte, c'est que dès que j'avais un peu de plastique dans ma vie, ça entraînait plutôt de la surconsommation. C'était lié à une consommation importante. Essayez, alors voilà, si les auditeurs qui sont là veulent essayer une semaine comme ça, un petit défi d'une semaine, pendant une semaine, vous n'achetez plus de plastique, c'est-à-dire de quoi que ce soit d'emballé en plastique ou de quoi que ce soit où il y aurait du plastique. Vous allez voir que bizarrement, votre consommation va chuter drastiquement et vous allez voir que vous allez consommer différemment. Et qu'en fait, peut-être vous allez faire vos yaourts, peut-être que vous allez tiens, ça finalement, je vais plutôt prendre ça que ça. Et vous allez voir que votre vie change. Elle ne change pas en plus mal. Elle change au début, alors dès qu'on change une habitude, vous savez, il y a une sorte de devise qui dit qu'il faut 3 semaines pour changer une habitude. Donc, changer une habitude, au début, c'est toujours, ouh là là, c'est énorme. Si on tient 3 semaines, ça y est, c'est acquis. C'est assez simple. Et en fait, on vit plutôt mieux une fois qu'on a pris cette décision. Mais une semaine sans consommer de plastique, on se rend vraiment compte qu'il y en a partout, qu'on est entouré partout de ça. Et que ça demande un changement de façon de vivre, de culture, qui va plutôt vers un mieux vivre. Très, très sincèrement, c'est plutôt agréable. Mais au début, ça demande un petit électrochoc de dire « Ah ouais, quand même ». Et alors, on reviendra peut-être un peu sur justement votre usage personnel du plastique aujourd'hui et vos conseils pour s'en libérer après. Mais j'avais une question déjà un peu justement pour revenir sur cette histoire de limiter en fait la production de nouveaux plastiques et donc de limiter, même d'arrêter en fait simplement de produire du plastique. C'est quoi les leviers aujourd'hui pour justement agir collectivement et le faire à l'échelle au moins d'un pays? Est-ce que ça passe par quel Alors déjà, c'est bon, il ne faut pas se leurrer. On n'arrivera jamais à interdire tout le plastique, etc. Et notamment, je pense à deux secteurs, les voitures. Alors les voitures, on va dire les transports, parce que j'espère qu'un jour, il y aura beaucoup moins de voitures, mais quelles qu'elles soient. Mais il y a à peu près 300 kilos de plastique dans une voiture. Bon, alors vous voyez, on peut un jour passer des masques plastiques en polypropylène à des masques en tissu. Ça, on devrait pouvoir y arriver quand les gens ont... voilà. Par contre, la voiture qui est plus légère grâce au plastique et qui consomme moins et qui du coup les batteries qui fera qu'on consommera aussi moins sur les batteries qui sont hyper lourdes et donc il faut alléger la voiture. Donc sur les transports, ça va être très compliqué, surtout ce qui est énergie renouvelable, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes où il y a énormément de plastique. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué de changer, de réduire. Il y a un endroit où c'est facile entre guillemets. Il y a à peu près 40% du plastique, de la consommation de plastique ou la production de plastique vierge qui est consacrée au plastique à usage unique. C'est notamment les emballages, parce que les emballages, une fois que c'est emballé, vous le rejetez, etc. Donc, même si vous allez acheter une voiture, vous changez de voiture, vous n'allez pas dire « Ah non, je ne prends pas celle-là, elle a trop de plastique ». Vous n'allez pas y arriver. Puis le plastique, c'est les coussins de votre voiture, c'est tout, parce que c'est le synthétique, c'est le pare-brise, c'est le pare-choc, voilà, il y en a partout. Donc ça, vous n'arriverez pas. Donc, je vous conseille de ne pas le mettre dans le défi parce que si vous avez besoin d'une voiture, vous allez être à pied. Donc ça, c'est terminé. En revanche, sur votre consommation, il y a une vraie possibilité. Alors, au niveau, on parlait de collectivement au niveau de l'État, il y a des choses qui ont été faites en France. Alors effectivement, moi-même, ça m'a paru loin quand Brune Poisson, elle a dit oui, ce sera en 2040 qu'on n'aura plus de plastique dans les supermarchés. Et là, tout le monde a dit ouais, c'est affreux, c'est trop loin et tout. Sauf que si vous êtes dans un supermarché, alors, je n'ai pas d'études précises, c'est juste mon regard dans un supermarché. Je pense que 95% des emballages sont en plastique. Donc, si d'ici demain, donc tout ça, c'est du plastique à usage unique.
Donc, si demain vous dites ah ben non, ça y est, on interdit le plastique à usage unique, maintenant, Ouais, et c'est ben, pas les jouable. supermarchés sont vides. Bon, alors, moi, ça me va parce que je ne vais plus vraiment au supermarché, je vais plutôt dans des petites, enfin, voilà, d'autres types de consommation. Mais il y aura plein de gens qui iront toujours au supermarché, ce que je comprends. Euh, du coup, on ne peut pas du jour au lendemain le faire. Alors, le carton, faire attention parce que le carton, il y a des encres dans le carton qui ne vont pas être top. Ce qui ne va pas, c'est l'emballage, hein. Le plastique, il y a plein d'inconvénients. Les autres emballages en ont aussi, hein. Il ne faut pas se leurrer. Le plastique, c'est plutôt pire, mais sincèrement, il y a d'autres problèmes chez les autres. Donc, en fait, c'est quand on m'a dit ça, je me suis dit c'est énorme, mais finalement, 40 ans, si c'est vraiment fait, enfin 40 ans, d'ici 2040, donc 20 ans, ça demande de tout changer, de changer les filières de production des emballages, de changer les chaînes de production, ce qui est énorme, hein, ça, c'est des coûts énormes pour les industriels, de passer à la consigne, de faire qu'en fait, on n'est plus 36 000 tailles de pots de confiture, par exemple, hein, parce que ça, c'est du verre, mais qu'il y ait 3 tailles, 3 pots, les mêmes, et puis qu'on les envoie au même endroit pour les laver, et que d'une marque à l'autre, on peut changer, en fait. C'est Ouais. tout ça qu'il y a à faire. Donc, c'est venir un peu à une standardisation. Alors, si on dit standardisation, tout le monde va dire ouais, le kolkhoz, on va revenir. Non, non. Mais c'est juste de pouvoir avoir, effectivement, le marketing ne va pas aimer ça parce qu'on va aussi se distinguer par la forme de l'emballage. Ben, il faut qu'on arrive à changer ça. Parce qu'on ne pourra pas s'en sortir si chacun a son emballage différent et du coup, va dans une filière différente. Donc, il faut arriver sur la consigne. Donc, ça, c'est tout à fait possible au niveau étatique. Et après, de l'effort de chacun, de voir comment est-ce que chacun va mettre ça en place dans sa vie quotidienne. Et donc, il faut des législations pour contraindre les producteurs et les Ouais. industriels. Parce que si le consommateur, à son niveau, peut tout à fait et doit le faire, moi, quand je vois, même en ce moment pour l'Ukraine, je vois, oui, il faut donner des gels douche, etc. Je suis désolée, hein, moi j'étais choquée par ça, parce que je me suis dit, mais pourquoi vous dites pas aux gens de donner des savons, en fait? Parce que le gel douche, à un moment, on l'a inventé, c'est super, mais avant, moi aussi, plus jeune, je prenais des gels douche, et puis après, je me suis dit, mais non, mais en fait, il n'y a pas besoin. C'est facile de ne pas avoir de plastique s'il n'y a plus de gel douche et qu'il y a un savon. Voilà, le savon, il n'a pas de tensioactifs qui vont Non, changer le puis, sexe des poissons quand ils vont passer dans votre salle de bain et qu'ils vont aller rejoindre les rivières. et puis un savon, c'est deux choses, hein, c'est de l'huile Bah oui, et la soude exactement. caustique. Donc Et ça peut être français, franco-français. Et là, c'est pas de défendre. Enfin, ça veut dire qu'on est sur du local. Ça veut dire que ça peut être produit, en tout cas, assez près de chez soi ou au moins en France, hein, on n'est pas sur. Et puis, on le met ou on les achète en vrac, des savons, ça va. Hein, on n'a pas besoin de les mettre dans des choses ou dans des petits emballages. C'est vraiment facile, ça. Et aller dire, ah oui, il faut des gels ou des shampoings, pareil pour le shampoing, il y a plein d'autres solutions pour l'Ukraine. Moi, j'ai donné de l'argent pour l'Ukraine, chacun fait ce qu'il veut, mais en fait, ça, c'est des fausses solutions. Et on pense bien sûr pas au plastique parce qu'on pense à aider les Ukrainiens, ce qui est normal. Mais il faudrait juste qu'on ait une petite pensée supplémentaire en disant, mais là, on aggrave d'autres problèmes, en fait. Et voilà. Donc, le plastique est vraiment partout. Et une fois qu'on a commencé à comprendre quel était le problème, on voit un petit peu partout les anomalies qui sont très faciles à changer. Et bon, encore une fois, on se rend compte que c'est un problème systémique et du coup, bon, on n'aura pas le temps de discuter là aujourd'hui sur comment Oui, est-ce non, qu'on désolée. pourrait changer au niveau du système. Et c'est pas grave, ça nous donnera peut-être l'occasion de refaire une émission là-dessus. Mais pour terminer, et sur une note un peu justement positive dans le sens, quelles sont un peu les solutions, les astuces, vous faites comment aujourd'hui pour sortir justement du plastique dans votre vie quotidienne? Qu'est-ce que vous avez changé pour vous en libérer? Alors déjà, première chose, je ne suis pas parfaite, c'est pas parfait, c'est-à-dire que c'est toujours en cours, hein. Au fur et à mesure, moi, que j'écrivais des chapitres sur des sujets, je changeais ma vie au fur et à mesure. Donc, c'est pas une solution totale. Moi, dans les choses qui a été marquante, c'est comme vous, j'ai fait un carnage dans ma cuisine, donc première chose, parce que là, effectivement, c'est notre alimentation. Donc, c'est assez facile de changer de sa façon de faire ses courses, d'acheter du vrac. Alors, certes, le vrac, il va aussi être dans des vracs, dans des grands contenants en plastique, hein, et qui vont être eux-mêmes remplis par des sacs parfois de 5 kilos, ce qui est anormal, mais bon, qui arrivent, qui sont versés dans le truc en plastique qu'on vous donne. Mais bon, c'est déjà un moindre mal sur l'emballage. Et puis ensuite, la toxicité, elle dépend aussi, ce que je vous ai pas dit, si le produit est acide, s'il est gras. Et puis, si il est sur une toute petite surface, prenez les petits trucs de ketchup ou de mayonnaise dans les fast-food. Et ben là, il y a une toute petite surface avec un tout petit peu il y a un tout petit peu de produit sur cette surface-là. Donc, en fait, il y aura beaucoup plus de migration dans votre mayonnaise, par exemple. Alors que si vous avez un grand container en plastique avec des pâtes à l'intérieur, et puis en plus, et c'est la durée aussi, ça ne va pas rester longtemps dans le container, la migration va être vraiment moindre.
Donc, du coup, c'est quand même mieux de faire du vrac. Bon, maintenant, si vous pouvez, hein, c'est pas voilà. Donc, moi, je vais tout simplement dans ma petite épicerie bio à côté avec mes sacs, etc. Donc, le moins possible d'emballage plastique. Ça peut des fois me faire changer de produit. Je ne vais pas prendre un produit à un autre. Tout ce qui est alors donc ça, c'est donc dans la cuisine. Vous changez aussi les moules en plastique, les téflons, etc. Tout ce que vous pouvez éviter. Jetez le moins possible. Maintenant, s'il y a des choses, tout ce qui est Tupperware en plastique, éviter le contact alimentaire. Ça, on évite. Et surtout, mais le truc, la consigne numéro 1, bon, vous avez la consigne numéro 1, biberon. La consigne numéro 2, ne chauffez rien au micro-ondes dans un contenant en plastique. Rien. Voilà, ça c'est une règle. Après, vous pouvez mettre votre cloche. Par exemple. Exactement. Et ils vous disent, oui, c'est micro-ondable. Mais non, ça va être réchauffé, ça va être bon, vous allez le manger, mais vous allez manger aussi du plastique. C'est sûr, il n'y a aucun doute. Il y a une étude qui a été faite par l'ADEME, elle s'appelle l'étude Moussaka, parce qu'ils ont pris des moussaka surgelés de plein de marques différentes. Il y avait du plastique dans toutes les moussaka qu'ils ont mis au micro-ondes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, après, si vous aimez le plastique, effectivement, mangez votre moussaka surgelé au micro-ondes, il n'y a aucun souci. Mais moi, je vous conseille de l'éviter. Donc, on évite de chauffer tout ça au micro-ondes. Si vous mettez votre couvercle, parce que tous les couvercles à mettre dans le micro-ondes sont en plastique, pour réchauffer, c'est le contact qui va faire que ça mixe. Donc là, vous pouvez, si ça ne touche pas le produit, il n'y a pas de problème. Donc, on évite tout ce qu'on peut, ce qui est en plastique dans la cuisine, surtout ce qui chauffe. Et alors, surtout, tout ce qui est plastique noir. Le plastique noir, je n'ai pas trop le temps de vous l'expliquer, mais c'est notamment c'est bien expliqué dans le livre. Voilà, c'est du mauvais recyclage. C'est vraiment du recyclage pas sympa, avec des métaux lourds, des choses pas sympas. Donc, tout le monde dans sa cuisine a une cuillère en plastique noir ou une spatule. Et bien, celle-là, moi, j'aime pas jeter. Celle-là, je l'ai vraiment mise de côté. Alors, ou sinon, gardez-le pour vraiment des choses qui sont froides. Si vous avez besoin pour utiliser pour quelque chose qui est froid et que vous n'utilisez pas longtemps, oui. Vraiment, maximum. Sinon, ça, on s'en débarrasse. Voilà, donc ça c'est pour la cuisine. Salle de bain, tout ce qui est... c'est assez facile, pareil. Moi, j'ai changé donc, le savon, les shampoings, etc. Alors, moi, j'ai profité du premier confinement, puisque j'étais confinée en Bretagne chez moi, pour faire ce qu'on appelle une cure de sébum. C'est-à-dire que je ne me suis pas lavé les cheveux pendant un mois. C'était facile, il n'y avait personne. Et en fait, j'ai compris que mes cheveux, moi, je me lavais les cheveux tous les 2 jours parce que ils graissaient avec un shampoing classique de base, je ne sais pas, bref, enfin que je changeais. Et en fait, j'ai compris que c'était moi-même qui graissais mes cheveux avec ces shampoings, qui avaient plein de choses qui, en fait, attaquaient mon cuir chevelu parce que c'était plein de produits chimiques qui allaient rendre mes cheveux plus souples, plus beaux, plus blonds, plus frisés, plus je sais pas quoi, enfin bref, tout ce que vous voulez. En fait, non, pas du tout. En revanche, il les graissait. Et un mois entier à pas vous tapez cure de sébum sur Internet, plein de choses fantastiques. Et en fait, après, j'ai lavé mes cheveux à l'argile, donc de l'argile qui est achetée en magasin bio, mais quand même dans un contenant, mais très, très peu souvent. Et vous mettez un peu d'argile, vous faites des mélanges, il y a plein de recettes sur Internet. Et je me lave les cheveux 1 fois par semaine. Et c'est terminé. Et j'achète plus de bouteilles de shampoing, donc j'ai plus besoin de les recycler puisque j'en ai plus. Donc ça, c'est assez facile. Tout ce qu'il y a beaucoup de microplastiques dans les formulations de produits de beauté, etc. Donc le minimum de produits de beauté ou de produits de soins, le minimum. Et si vous fournissez plutôt en magasin bio, et le plus possible, eux-mêmes, ils ne sont pas très anti-plastique, les magasins bio, notamment dans la cosmétique. Donc, vous essayez ou de faire vos produits vous-même ou de trouver des formulations. Il y en a qui font des choses bien. Moi, en Bretagne, en local, ils font un dentifrice dans un petit pot en verre qu'on peut ramener, qui est consigné, qui relave et qui réutilise. J'ai vu ça nulle part ailleurs. Et c'est super. Parce que moi, les dentifrices en poudre dure, etc., sincèrement, je n'arrivais pas. Voilà. Donc là, c'est une bonne pâte dentifrice à l'ancienne, avec seulement 4 ingrédients, qui est bio. Voilà. Donc ça, c'est des choses simples. Pour mes vêtements, j'essaye le plus possible, quand j'ai des vêtements qui sont déjà en synthétique, en plastique, donc je vais les garder le plus longtemps possible. Voilà, je ne vais pas les jeter. Et puis, par contre, j'achète très, 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 très peu de vêtements, nouveaux vêtements. Depuis 3 ans, c'est vraiment un minima. C'est plutôt d'acheter des fibres naturelles le plus possible. Il y a plein de choses en fibres naturelles. Les chaussures, c'est compliqué. Les chaussures, les semelles de chaussures, tout ça, c'est compliqué. Mais voilà, donc de faire ça, de plutôt laver moins ses vêtements. C'est pas, on a tendance à dire oh oui, tiens, je l'ai porté une fois. Si ça pue pas, si c'est pas ça, etc., vous le mettez sur une chaise, vous l'aérez et vous le reportez. Ça paraît bête comme solution, en fait. Mais c'est les solutions les plus simples, le plus souvent, en fait. Plutôt que de mettre des... Après, vous pouvez mettre des filtres dans votre machine, etc. Voilà. Mais en fait, déjà, si vous lavez moins vos vêtements, vous divisez par 2 le nombre de fois où vous les lavez, vous divisez par 2 le nombre de films, en fait. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc c'est des exemples. Dans mon jardin aussi, j'évite pas mal de choses. Surtout, j'ai une gourde, bien sûr, comme j'imagine beaucoup de gens, une gourde en inox, et une gourde en inox que je vais garder très longtemps. Pas une gourde verte en été, rose en hiver et prune en automne, quoi. Si vous avez 3 gourdes en inox, l'empreinte carbone, elle est énorme.
Donc, il faut avoir une gourde qu'on aime bien. On fait bien attention, on achète sa première gourde, éventuellement une gourde thermos à côté, voilà. Et on la garde longtemps, très longtemps. Voilà, c'est des exemples. Voilà. Ah ben c'est génial. Merci, merci beaucoup, Dorothée. Merci infiniment d'avoir pris ce temps Non, mais je pour vous en prie. décortiquer la question du plastique. C'était vraiment passionnant et je recommande vraiment à tout le monde de lire votre livre. Honnêtement, c'est 4 ou 5 heures de lecture et enfin, ça se fait très bien en une grande soirée. Et, En une nuit, pour ceux qui dorment visiblement comme vous, voilà, la nuit. mais voilà, là on a un petit peu décortiqué, mais vous allez bien plus loin dans le livre et honnêtement, enfin, j'ai fait l'expérience en racontant à ma femme ce que j'avais compris de votre livre, où elle a été un peu sceptique et après elle a lu votre livre et elle était convaincue comme moi et elle est maintenant encore plus, enfin, j'allais dire radicale sur la question du plastique. Donc Alors, je suis ravie de honnêtement, ça. Et du coup, moi, pour ceux qui ont des enfants, justement, je conseille aussi d'aller voir. Il y a une association qui s'appelle Cantine sans plastique, parce qu'on oublie qu'à la cantine, il y a plein de plastique et qu'on chauffe les produits dans le plastique. Vraiment, c'est affreux dans certaines cantines. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc, ceux qui veulent, en tout cas, aller plus loin par rapport à leurs enfants, Cantine sans plastique, c'est vraiment une association qui est intéressante pour les parents, pour avoir un impact réel sur les enfants. Et c'est un point super important. Mais du coup, voilà, effectivement, le but, ce bouquin, c'est vraiment un électrochoc. Alors, il n'y a pas toutes les solutions. Je ne dis pas changer de dentifrice, etc. Ce n'est pas écrit dans le livre, je reconnais, parce qu'il y a beaucoup de bouquins là-dessus, il y a beaucoup de BD, etc. Donc, vous trouvez plein de choses là-dessus. Mais l'idée, c'est une fois que vous avez compris, en fait, je pense que d'ailleurs, vous-même, Jean-Philippe, vous l'avez dit, une fois que j'ai lu, j'ai eu des. En fait, on n'a pas besoin de vous dire que faire, c'est tellement évident que ça, en fait, ça vient tout seul, en fait. C'est du bon sens, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment, une fois que vous avez compris ce qui ne va pas, vous comprenez la solution, mais alors très simplement, en fait. Ouais, non, non, et de toute manière, on ira un peu plus loin dans le podcast sur cette question de déplastifier sa vie, puisque je recevrai bientôt une autre invitée pour discuter précisément de ça dans quelques semaines. Donc voilà. Donc Avec plaisir, voilà, si ces questions vous tourmentent maintenant de comment faire, voilà, on ira un peu dans le détail là-dessus bientôt. Dorothée, merci encore et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous.